On a tous déjà subi, grâce à l'éducation nationale, des cours qu'on trouve un peu transgressifs, des cours qu'on trouve un peu orientés. On a tous subi des profs partiellement ou complètement gauchistes jusqu'à la moelle. Et moi le premier. Parfois, ça en devient presque une blague. On a tous ce prof, cette prof un peu cinglé qui est devenu complètement fou dans ses délires. Par exemple, personnellement, j'ai eu une prof complètement hystérique qui est devenue complètement folle après la victoire de Donald Trump en 2024. Elle ne parle encore aujourd'hui que de lui, comme si ce monsieur bien charmant vivait dans sa tête. Elle commentait toute sa vie et toute sa politique en n'arrêtant pas de le calomnier et de dire absolument n'importe quoi sur le personnage. Regardez juste rien que ça, et bah c'était monnaie courante. Le problème de ces profs-là qu'on retrouve majoritairement dans les spécialités littéraires et économiques, mais surtout tout au long de notre scolarité en histoire, c'est évidemment l'impact colossal qu'ils ont en réalité sur l'esprit et la conscience politique naissante, la conscience politique qui se crée chez l'esprit des jeunes. Faut pas trop leur en vouloir. En même temps, ils ont fait la formation gauchiste +2, +3, +4 dans la plupart des cas. Et ce n'est d'ailleurs pas que les profs, en réalité, le problème à l'origine. Le problème à l'origine, c'est le programme même qui est totalement orienté. L'éducation nationale est tellement devenue gauchiste que le wokisme va jusqu'à s'insérer dans certaines matières qu'on ne soupçonnerait pas d'être corrompues par les affaires de la propagande, comme la SVT. Celui du gauchisme, du wokisme, de l'égalitarisme, du socialisme au sens large. Cet agenda, cette éducation nationale va aujourd'hui jusqu'à inventer des mensonges aux petits Français à ces sujets pour bien les formater comme il faut et qu'ils ne deviennent que les sous-produits de la postmodernité française décadente. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vous ai répertorié les 5 pires mensonges de l'éducation nationale. Et ici, vous l'aurez compris, on va vraiment se concentrer sur ce qu'il y a de plus faux et de plus propagandiste dans l'éducation nationale. On ne parlera pas de sa performance en elle-même qui mériterait une vidéo entière. On ne parlera pas non plus des autres systèmes d'éducation en Europe qui racontent de la sacrée merde aussi. Alors commençons sans plus attendre. Premier mensonge, la France, horrible colonisateur. C'est une idée globalement répandue à l'éducation nationale. Et dans les faits, on va ressortir ce mythe à peu près partout dans les cours d'histoire qui traitent le sujet de la colonisation française. Et ces cours d'ailleurs sont très nombreux. Étrangement nombreux, je trouve, à mon humble avis, pour le nombre de choses qu'il y aurait à dire sur l'entièreté de l'histoire de France. Et le premier argument type assez phare de la colonisation française, la méchante colonisation française, c'est que la France aurait pillé l'Afrique. Ou au sens large plutôt, l'Europe aurait pillé l'Afrique avec la France. C'est d'ailleurs sous ce mensonge, sous ce mythe de la colonisation, que les institutions, que les associations, comme les nations, comme les collectifs et les associations antiracistes, vont justifier le retard qu'a l'Afrique sur le reste du monde. Mais en réalité, c'est un argument terrible, parce que rien de plus faux. Car au-delà du simple fait de la colonisation en elle-même, qui n'est pas, je l'accorde, une grande vertu morale, il ne faut pas oublier que la colonisation des Européens sur les peuples, notamment sur le continent africain, a été, en fin de compte, au global, plutôt positif pour les coloniser. La France a apporté à ces colonies des infrastructures, la médecine, les vaccins, en somme, quasiment en fait la modernité industrielle qu'elle a pu acquérir. On oublie trop souvent, en fin de compte, que la France a investi énormément, a investi massivement dans ces colonies. Un investissement massif qui sera remarquable dans, par exemple, les infrastructures, les hôpitaux comme on l'avait dit, la médecine, les écoles, et j'en passe. Il est très probable en réalité que le continent africain sans la colonisation soit complètement aujourd'hui dépassé et arriéré encore plus qu'il ne l'est déjà. Et en réalité, même d'un point de vue des ressources, enfin, les colons ne les ont pas exploités autant qu'on le pense. Certes, il y a eu de l'exploitation, mais en même temps, qui aurait pu exploiter ces ressources autres que les Européens? Car les ressources qu'ont récoltées les Européens tout au long de leur colonisation de l'Afrique, les Africains ne les auraient jamais récoltés par faute de moyens, par faute de technologie. Et le bilan global de la colonisation en Afrique, surtout en plus d'un point de vue français, est bien plus positif que l'impact négatif que ça aurait pu avoir. 120 hôpitaux, 50 000 km de routes bitumées, 18 000 km de voies ferrées, 63 ports, 196 aérodromes, des centaines de barrages, des ponts, des centrales électriques, des milliers d'écoles, de dispensaires. Le mensonge des dirigeants africains et au global de cette mouvance africano-centrée pour les Africains ou alors autoflagellante pour les Blancs se repose sur la base d'un immense mensonge. Quand les leaders, quand les chefs des pays très pauvres en Afrique vous disent que les malheurs de leur pays incombent en réalité
aux colonisateurs, à l'ancien colonisé. Déjà, ça entretient un rapport de haine assez farouche avec l'ancien pays colonisateur, mais en plus, c'est complètement faux. Exemple à l'appui, la Corée. Eh bien, la Corée, elle, est une preuve immense de la capacité d'un peuple à se relever d'une colonisation ardue. Elle est la preuve en elle-même que la pauvreté d'un pays, d'un État, d'une nation, d'une communauté ne vient pas de l'extérieur, elle ne vient en réalité que de lui-même. Car la Corée a subi, elle, de son côté, une immense colonisation de bien plus de 40 ans par le Japon, l'Empire japonais, qui n'était pas une colonisation très sympathique non plus. Elle était même à bien des égards plus dure que la colonisation européenne de l'Afrique. Et pourtant, la Corée du Sud, qui a aujourd'hui fait le choix du capitalisme, du libéralisme économique, qui a fait le choix de se relever d'elle-même, avec ses propres moyens, son propre peuple, ses propres forces, en commerçant avec le monde, a réussi, aujourd'hui, à devenir une des plus grandes nations, une des nations les plus riches du monde. Et les Coréens du Nord, eux, qui ont choisi le communisme, sont aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres du monde. Pourtant, la Corée du Nord comme la Corée du Sud formaient autrefois une grande péninsule, la Corée, qui était complètement, entièrement colonisée par le Japon, et la guerre civile ainsi que la colonisation japonaise n'a rien apporté aux deux Corées, plus l'une que l'autre particulièrement. C'est bien ici la preuve que la colonisation n'impacte pas la réussite d'un pays aujourd'hui. Il en va bien plus de la volonté des peuples. Ainsi, l'un des autres horribles arguments de ce mensonge de l'horrible colonisateur français serait que les troupes coloniales ont servi de chair à canon. Alors, loin de moi l'idée de ne pas reconnaître la mémoire des combattants coloniaux qui ont combattu aux côtés des Français, toutefois, faut-il préciser que aujourd'hui, cet argument ne tient plus en réalité, il ne tient plus en place. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, on a eu au total 260 000 troupes coloniales venues d'Afrique, des combattants, pour finalement, seulement en réalité, par rapport au nombre de départs, 38 000 morts africains. Et ces gens-là n'étaient pas maltraités, ils n'ont pas servi de chair à canon. En réalité, ils étaient égaux aux Français moyens qu'ils se battaient à 14-18. La Première Guerre mondiale a été une vraie saignée pour l'Europe. La France en fait partie. Et les Français qui sont morts au combat de la métropole sont bien plus nombreux, mais alors bien plus nombreux que les colonisés, que les conscrits des colonies qui sont arrivés en France pour combattre. Alors on a aussi ce mythe, on a aussi cet argument des abominables massacres de la colonisation française. Et pour le coup, encore une fois, c'est pas si vrai que ça. La France, dans son entière histoire des colonies, a fait en réalité très peu de morts, comparé à ce qu'elle aurait pu objectivement faire avec le pouvoir qu'elle avait. On répertorie par exemple un massacre particulièrement sordide, qui, il faut l'admettre, est un problème de l'histoire de la colonisation française. Je parle ici du massacre de Madagascar. Il s'agit ici d'une révolte qui, en effet, n'aurait peut-être pas dû se faire taire par les armes. Mais ceci dit, que voulez-vous ? Comment, sans la violence, faire taire une révolte, surtout en plein milieu du XXe siècle ? En fait, quand il s'agit de colonisation, j'aime aussi à rappeler que le pouvoir européen était immense et qu'il aurait pu faire bien plus grave. Je m'explique. À chaque fois qu'on parle en mal de la colonisation française et de la colonisation généralement européenne, occidentale, à chaque fois on nommait, bien sûr, le fait que de 1, elle a apporté beaucoup de choses et énormément à ses colonies, notamment la modernisation matérielle, mais également que elle aurait pu faire bien pire avec le pouvoir qu'elle avait. L'Europe, à un moment donné dans son histoire, c'est quasiment le monde entier qui est colonisé sous sa botte. L'Europe, le monde blanc, a bel et bien colonisé et dominé le monde pendant une grande période donnée. Et avec un tel pouvoir, en fait, on se remet en perspective de ce que c'est que la colonisation. Parce que je suis bien persuadé qu'avec un tel pouvoir, d'autres auraient fait bien pire, mais alors bien pire en termes de massacres que les Européens. Quand on reproche, par exemple, dans l'éducation nationale, la traite négrière. Certes, c'est pas une période très rose de l'histoire de France, c'est même une période de l'histoire de l'Europe en réalité
dont on ne revendique en fait aucune fierté. Toutefois, souvent dans l'éducation nationale, dans vos cours d'histoire, dans nos cours d'histoire, on nommait dans la plupart des cas que la traite négrière, que le commerce triangulaire, que la colonisation de manière générale plus tard au 19e siècle aurait pu être bien pire. Je rappelle quand même que la plus grande colonisation qu'il n'y ait jamais eu en termes de durée et en termes de violence est la traite arabo-musulmane en Afrique. Elle a duré beaucoup plus longtemps et elle a fait beaucoup plus de morts. Alors on n'imagine pas ce qu'elle aurait pu faire au monde entier, les massacres qu'elle aurait pu commettre, les fautes morales qu'elle aurait pu commettre si elle n'avait eu que seulement la moitié de ce que l'Occident, de ce que l'Europe, de ce que la France avait eu d'un point de vue matériel et d'outils de domination à travers le monde. Et dans ce cas, en réalité, on relativise la colonisation européenne sur le monde. Car malgré des fautes, des erreurs, et oui, l'erreur est humaine, la colonisation européenne a beaucoup apporté au monde, et surtout, elle a été très complaisante par rapport aux autres types d'esclavage, de domination, de colonisation. Les Incas non plus, c'était pas détendre avec leur rite sacrificiel. Alors on n'imagine même pas ce que les autres civilisations auraient pu faire à toutes les autres si elles avaient eu le pouvoir européen, si elles avaient eu autant de génie, autant de matériel, d'un point de vue technologique et militaire. Deuxième mensonge, la France est un paradis grâce à sa sécurité sociale. C'est un grand mensonge qui circule notamment dans les cours d'économie, dans l'éducation nationale, surtout, évidemment, au lycée. Au lycée, maintenant, vous savez, il y a plein de nouvelles... Maintenant, au lycée, vous savez, il y a plein de nouvelles spécialités. Et il y a notamment une spécialité, un cours qu'on retrouve également en première année, en seconde, qui est sciences économiques et sociales. Et il est très rare qu'un cours égalise, en termes de propagande, les cours d'histoire. Et c'est un sujet très sensible, car la sécurité sociale est dans le cœur de tous les Français. On pense que cette sécurité sociale nous garantit des frais à charge de l'État, des aides astronomiques qu'on ne pourrait pas se payer nous-mêmes du point de vue de notre santé. Sauf qu'on oublie quelque chose, c'est que l'État ne génère jamais son propre argent. L'argent ne tombe pas des arbres, l'État le taxe, l'État le prend dans vos poches et en réalité ce que l'État est, c'est vous qui l'avez payé. Et là me vient une idée. Est-ce que d'un point de vue d'abord purement philosophique, est-ce vraiment de la générosité? Donc, car on vous vend comme ça la carte vitale. Vos impôts servent, par l'intermédiaire d'un contribuable, à être solidaire envers les autres Français. Alors déjà, bien sûr, c'est faux. Vos impôts servent beaucoup à la sécurité sociale, mais pas forcément uniquement à la carte vitale. Mais est-ce vraiment de la générosité? Bien moins, je vous le dis, je ne crois pas. Car la générosité est avant tout quelque chose qu'on donne. Ça vient du cœur, ça vient de nous. Ça vient de notre propre volonté à bien faire les choses. Alors l'argument de l'éducation nationale, de l'État, de vous dire que c'est pour la générosité, c'est pour le bien commun, en réalité rien de plus faux. Car c'est l'argent qui est directement de vos poches et qu'on vient soutirer de vos poches. On vient vous obliger, vous l'imposer. Et donc en fait, ça n'a pas de sens de dire que c'est de la générosité, puisque c'est précisément imposé. Et en fin de compte, c'est assez bizarre. On pense aider les plus pauvres, on pense aider les étudiants, on pense aider les malades, on pense aider les sans-abri, précisément parce que les médias ou l'éducation nous l'ont dit. La question est simple. Est-ce que vous auriez fait la même chose? Est-ce que vous auriez été aussi généreux si l'argent que vous donnez dans le système social français ne vous serait pas directement imposé? Bien moi je vous le dis, le français moyen, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il serait aussi généreux alors qu'on le taxe déjà énormément. Un contre-modèle à ça, c'est les États-Unis. Dans l'éducation nationale, dans la propagande nationale, si vous préférez, on dépeint souvent le système américain comme un système tortionnaire quasiment, qui traiterait très mal les pauvres et très bien les riches. Pourtant, ici, c'est une idée reçue. Certes, aux États-Unis, il y a un service public qui n'est pas aussi développé d'un point de vue de la sécurité sociale comme on l'entend en France, mais l'écrasante même majorité des gens ont une assurance privée, que ce soit pour les cas de santé, mais ils ont aussi un moyen d'épargner pour leur retraite. C'est simplement un système davantage de capitalisation. Donc d'un point de vue économique, c'est un frein, mais d'un point de vue philosophique, en plus, ça ne veut rien dire. Car quelqu'un qui veut vraiment économiser pour sa retraite, point de vue un état idéal,
En réalité, il devrait économiser pour lui. Or, en France, l'argent, on dépose l'argent dans une caisse et l'argent disparaît, on sait pas trop où il part et on sait pas trop si nous, on va avoir notre retraite un jour ou pas, selon les fluctuations économiques, l'inflation, l'actualité brûlante, on sait pas trop. Enfin, tout ça pour dire qu'il faut absolument démystifier la sécurité sociale. Non, ce n'est pas un grand avantage particulier à la France. Rappelez-vous que si cette sécurité sociale ne vous serait pas imposée à vous, cet argent que vous donnez à l'État, il vous reviendrait. Et ce serait à vous, par la pure liberté individuelle qu'on promeut, liberté, égalité, fraternité en France, que vous créerez votre retraite et votre épargne pour la santé. La sécurité sociale n'est pas un idéal de modèle social humain. Encore une fois, aux États-Unis, le grand mensonge de l'éducation nationale, de nos profs de sciences économie et sociales, est de dire en réalité que aux États-Unis, ils sont du coup pas très généreux quoi. Mais rien de plus faux. Un exemple, aux États-Unis, déjà les salaires évidemment sont plus hauts, donc ça fait qu'ils ont plus de moyens de s'assurer une sécurité sociale, donc la retraite, leur santé, etc., que les autres pays. Mais les États-Unis sont littéralement le pays où les gens donnent le plus aux associations, notamment aux associations qui luttent contre la faim, contre le chômage, qu'on dépeint en France comme un grand problème social que les États-Unis ont. Troisième mensonge, la France est un modèle économique pour les autres pays. On nous parle en fin de compte souvent d'un modèle social quasiment parfait, d'un socialisme qui aurait en France marché, mais on se méprend grandement. Le modèle économique, sécurité sociale et l'impôt est calqué, basé sur un modèle arriéré qui était la génération des boomers. Évidemment, oui, la sécurité sociale, le modèle économique français pouvait marcher d'un point de vue démographique pendant le boom de l'après-Seconde Guerre mondiale. Sinon, ça marche pas, c'est au point mort. Quand la démographie est négative et quand l'actif devient moins nombreux que le retraité, cela crée une crise économique extrêmement grave. On ne se rend pas compte aujourd'hui, mais le socialisme et les taxes tuent l'économie française. Un chiffre qui est complètement hallucinant, c'est le taux d'imposition en France comparé à l'Union des républiques socialistes soviétiques. On connaît l'URSS comme étant le régime communiste par excellence de l'histoire. Eh bien, laissez-moi vous dire que, grandironiquement, l'imposition moyen sous l'URSS pour un travailleur était moins élevée que l'imposition aujourd'hui d'un Français, que ce soit en entreprise ou dans le salariat d'ailleurs. Alors certes, bien des domaines, donc dire que la France est un pays socialiste jusqu'à la moelle, voire même un pays communiste, n'est pas forcément faux, c'est même plutôt vrai. Alors évidemment, dans sous le sens, d'un point de vue social, la France n'est pas comme l'URSS qui, elle, supprimait carrément la privatisation, la propriété privée, et qui rendait en fin de compte l'État comme seul patron. La France est de loin, par ailleurs, le pire pays, ou en tout cas, tout du moins, le pire pays dans la catégorie des pays développés pour l'entrepreneuriat. Heureusement qu'aujourd'hui on a un patriotisme entrepreneurial et que certaines grandes entreprises, petites entreprises, moyennes entreprises restent en France par pur patriotisme, par pur plaisir, mais économiquement, c'est n'importe quoi. Les entreprises ne peuvent pas réinvestir aussi facilement que dans les autres pays, dans leur propre entreprise, dans leur propre action. Il faut le dire, absolument personne à l'international ne souhaite copier le système français. Pourquoi on ne se pose jamais la question? C'est complètement idiot. En sciences économiques, en social, on dit oui, mais le système français est incroyable, il est génial d'un point de vue social, mais c'est parfait, c'est l'absolue humanité. Paye-la ton humanité. Absolument aucun pays dans le monde n'a copié le modèle français. On vend aux Français, aux petits Français, comme extraordinaire, et on les emmène droit dans le mur. Preuve en est la dette pharaonique, les récessions économiques, l'expatriation des cerveaux et des capitaux. Aucun pays ne souhaite ce modèle. Il est d'une grande urgence de démystifier ce mensonge, ce mythe du socialisme français comme seul modèle économique. Et sur ce, passons au quatrième mensonge. Quatrième mensonge, la France, terre d'immigration. On nous la ressort souvent dans les cours d'histoire, dans les cours de MC, dans la culture de manière générale. Des hauts intellectuels, l'intelligentsia, nous la ressort très souvent. On nous explique à longueur de journée que la France ne serait que le produit d'une grande immigration de partout et qu'en fin de compte, la France serait
terre d'immigration. Ce mythe prend ses fondations dans le mélange gaulois, celte et germanique. En effet, la France, les Gaulois, nos ancêtres, les Gaulois, sont en premier lieu des Celtes, qui, par l'invasion de la Gaule par l'Italie, l'Empire romain, a transformé ces Gaulois, ces Celtes, en gallo-romains, les latinisant par la même occasion. Plus tard, à la chute de l'Empire, les invasions germaniques vont créer une homogénéité raciale, ethnique, au sein du territoire de l'ancienne Gaule. Ces mêmes Germains vont plus tard fonder le royaume des Francs, qui sera un nouveau royaume avec un territoire distinct dans l'histoire de l'Europe, le royaume des Francs, qui donnera le royaume de France. France n'étant qu'un dérivé, en fin de compte, de nos ancêtres les Francs. Alors, quand on parle de Français de souche, oui, c'est fondé, ça n'a pas aucun sens, comme essayent de nous faire croire certains intellectuels de haute voltige. Il n'est pas faux de dire que la France est le résultat tout de même d'un petit mélange culturel. Je suis d'accord, ça en fait en cela sa beauté en Europe. On est le seul territoire, le seul peuple à pouvoir communier en même temps avec les Latins, à pouvoir communier en même temps avec nos ancêtres, les Gaulois, les Celtes, qui ont quand même, tout de même, une petite partie en nous, et enfin, en majorité, germanique, avec les Francs. Et cette homogénéité ethnique, elle se fera depuis les Francs, Clovis se faisant couronner roi des Francs en 498 environ. Et cette homogénéité ethnique, celle-ci ne sera pas bafouée, ne sera pas interchangée, ne sera pas influencée. Jusqu'en, comme vous le savez, aux premières migrations extra-européennes et intra-européennes durant le 20e et 21e siècle. Et même en fin de compte, je vais vous dire, dans une immigration intra-européenne, il faut quand même considérer que c'est moins grave d'un point de vue ethnique qu'une migration extra-européenne. Car l'extra-européanité, c'est quelque chose qui est étranger à notre culture profonde, ainsi qu'à notre identité. Alors que l'immigration intra-européenne, elle, en fin de compte, relève de notre propre culture, surtout pour la France. Un immigré italien n'est rien de plus qu'un latin venu s'installer en France. Un immigré allemand, germain, n'est rien de plus qu'un autre franc en réalité, venu de l'autre rive du Rhin. Et malgré tout, un immigré polonais garde encore aujourd'hui un socle commun culturel européen et surtout un socle ethnique. Il n'est pas si facile visuellement de différencier un Polonais d'un Français, en toute honnêteté, car il s'agit ici du même groupe. Quand cette femme, par exemple, vous dit « Un Français pure souche, c'est qui la souche des Français ?» J'ai une petite liste pour vous, pour de vrai. Les Arvernes, les Helvètes. Bien moi je vous le dis, c'est un énorme sophisme, car quand bien même il y aurait des États, des communautés gauloises différentes pendant l'ère des Gaulois, eh bien, il y avait quand même une culture, une sous-culture commune gauloise qui a quand même pu faire unité à un moment donné dans l'histoire. Vercingétorix, bien qu'ayant eu des difficultés, a quand même réussi à unir la majorité des peuples gaulois contre l'invasion romaine. C'est un sophisme immense, en plus qu'elle ne se permettrait sans doute pas de dire aux autres peuples. Imaginez le scandale. Alors oui, les Africains ne pourraient pas avoir l'ambition d'une unité africaine, car en fait, ces peuples africains n'ont jamais été unis et ont une culture différente. De la même manière pour les Japonais, les Coréens, les Chinois, les Indiens aussi. En tout cas, ça ne tient pas debout. Et pourtant, même si ce n'est objectivement pas vrai, ce serait beaucoup plus applicable son propos aux peuples africains, indiens, chinois et japonais qu'à un peuple gaulois qui était lui véritablement unifié autour d'une véritable culture commune. Encore une fois, ce mensonge sert surtout une justification, celle de l'accueil et de la justification du grand remplacement occidental, mais qui est pourtant complètement incohérente. Cinquième mensonge, l'âge sombre du Moyen-Âge. Ici encore, à l'école, pendant les cours d'histoire, on aime décrire le Moyen-Âge comme quelque chose de sombre, d'assez mystique, ésotérique, obscurantiste même. C'est en tout cas un mensonge qui reste dans les esprits car inculqué aux jeunes enfants. Pourtant, en réalité, il est complètement infondé. Ce mythe a été popularisé par les Lumières pour discréditer l'histoire avant leur avènement. Forcément, pour avoir la prétention
de se nommer lumière, il fallait bien s'inventer un passé complètement obscurantiste. C'est Voltaire, notamment, qui parlera davantage de ce mythe et qui le popularisera, le mythe du Moyen-Âge obscurantiste, une grande religiosité qui balafre les esprits. D'une époque qui, finalement, était assez moche, très peu moderne, les gens vivaient mal, les gens étaient bêtes. Mais c'est complètement insensé. Premièrement, les gens n'étaient pas du tout affamés comme on le prétend au Moyen-Âge. C'est même, paradoxalement, la période qui subit le moins de famine de l'histoire de l'humanité quasiment. Comme on voit sur ce graphique, le Moyen-Âge a subi un faible taux de famine. La viande était relativement accessible pour tout le monde. Contrairement à ce qu'on affirme et répète comme mensonge dans l'éducation nationale, en cours d'histoire. On nous dit voilà que finalement la viande n'était qu'accessible aux nobles, aux possesseurs des terres, seigneurs, rois, la noblesse, qu'importe. En réalité c'est faux, bien que certaines viandes étaient réservées à la chasse et à la cuisine, la nourriture donc, pour les nobles, pour les seigneurs, il est faux de dire que les paysans, que le pauvre tiers-état, que les gens de la basse société mangeaient aucune viande, mangeaient mal. La plupart des gens mangeaient à leur faim, et le travail n'était pas insoutenable comme on le prétend. C'est même l'Église et certains seigneurs qui ont instauré des jours de congé, qu'on connaît encore aujourd'hui, qui ont instauré certaines pauses, ou en tout cas qui les ont proposées à des travailleurs de travail laborieux. Alors oui, les gens pouvaient manger, contrairement au mythe du Moyen-Âge, de la viande. Les paysans pouvaient notamment manger du porc, et ça se faisait beaucoup en Royaume de France. Enfin, encore une fois, le mythe du porc, catastrophique. Par ailleurs, il faut le savoir, que les gens ne buvaient pas autant qu'on le prétend, et ils étaient même beaucoup moins des ivrognes qu'à l'ère moderne, où on a vu émerger avec l'industrialisation, avec le métier d'ouvrier, beaucoup plus d'ivrognes qu'au sein Moyen-Âge. Les gens n'étaient pas ça non plus, au contraire même, l'ère moderne, la Renaissance, était une ère bien plus sale, où on remettait en question les pratiques d'hygiène, disons, de base, de la société du Moyen-Âge. En réalité, au Moyen-Âge, certes, on ne prenait pas une grande douche tous les jours, mais non pas comme dans les visiteurs. On se lavait souvent à l'eau et même au savon, car le savon n'a pas été inventé non plus par la modernité, il était là bien avant notre ère. La grande majorité des gens se lavaient aussi à l'eau, souvent même tous les jours en réalité, sur les parties des corps les plus essentielles à l'hygiène. Dans ce grand mensonge, dans les cours d'histoire de manière générale, on parle aussi de la stupidité moyenâgeuse. En tout cas, encore une fois, Voltaire, les Lumières nous ont bien fait bouffer des conneries, et l'éducation nationale s'est bien permis de pisser dans notre cervelle. Car ici encore, rien de plus faux, le Moyen-Âge n'est pas une époque stupide. Le Moyen-Âge a duré 1000 ans, et ce n'était pas une époque complètement bête. Il y a eu bien sûr des avancées majeures. Et comme on le prétend, l'Église n'était pas non plus en mode chasse aux sorcières. Pour cela, on parle souvent du procès de Galilée et de la bêtise du Moyen-Âge qui pensait, comme du clergé, que la Terre était plate. Sauf qu'en réalité, c'est une immense légende. Les gens ne pensaient pas que la Terre était plate. Il y a d'ailleurs sans doute même plus de platistes aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque en proportion de pourcentage. L'Église n'a d'ailleurs pas condamné Galilée pour la Terre ronde. On le sait depuis l'Antiquité que la Terre est ronde. Le procès de Galilée sur l'héliocentrisme et donc sur la question de la Terre comme centre de l'univers. Et encore une fois, sans faire complotiste, on pourrait dire même qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment où se situer par rapport à l'espace, car les récentes découvertes scientifiques d'un point de vue de l'histoire de l'humanité ont quand même montré que l'espace était énormissime et qu'en fait, on n'y voyait que très peu dans cette immensité galactique. L'univers observable est bien trop peu vaste pour qu'on sache où se situer dans l'espace. Sixième mensonge, la modernité comme ère du progrès moral et des esprits. On parle souvent aussi du Moyen-Âge dans l'éducation nationale comme une époque autoritaire, où les libertés individuelles étaient complètement zéro. Pourtant, laissez-moi vous dire que la hiérarchie, oui, au Moyen-Âge, était moins contraignante que celle d'aujourd'hui. Elle fonctionnait sur un système de servage. Le tiers-état servait la noblesse, les seigneurs, qui leur accordaient une terre à exploiter souvent, et des impositions qui étaient, au global, durant tout le Moyen-Âge, bien moindres que ceux qu'on vous impose aujourd'hui. Et il faut rappeler ce qu'est le clergé. D'abord, le clergé, c'est avant tout des hommes qui ont dédié leur vie à Dieu. Et donc, en réalité, même s'il y a pu y avoir des petites dérives, je n'y vois pas ici de grands privilèges financiers, pécuniaires à y ressortir. Et l'échange est plutôt convenable.
En réalité, on pourrait même dire que l'échange est quasiment similaire, sous une autre forme, à celui qu'on connaît aujourd'hui. Le tiers-état, les paysans, le peuple, en échange de la protection du seigneur, acceptait d'être sous son autorité. Il faut dire aussi que les libertés individuelles étaient relativement fortes, tant qu'elles ne transgressaient pas la morale de l'Église. Évidemment, des difficultés avec l'homosexualité, la transidentité, j'en parle même pas. Je crois qu'ils n'avaient pas trop ces notions-là. Hein. Mais il faut dire qu'en fin de compte, la morale de l'Église, c'est quand même la morale de la chrétienté, du christianisme, du catholicisme. C'est quand même une morale très très appréciable. On peut même en revenir à notre propos sur les colonies tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que les colons européens auraient été plus gentils sans le christianisme. Au contraire, le christianisme apporte du beau, du vrai, du bon sur Terre. Il faut dire par exemple que la période médiévale est la période la moins esclavagiste de l'histoire de l'humanité comme de l'Europe. Pourquoi ça? Peut-être parce que le christianisme l'interdit complètement. On n'a pas le droit de prendre un être pour esclave. Les rétributions guerrières au Moyen-Âge sont d'ailleurs les rétributions qui sont souvent les moins désavantageuses pour le perdant. Alors oui, il y a eu des massacres, il y a eu des guerres, mais une faible quantité d'abord en termes de bilan humain, mais aussi en termes de ce qu'on appelle barbarie. Par ailleurs, c'est sous le christianisme que jaillira les plus grandes avancées scientifiques. Isaac Newton, Blaise Pascal, Louis Pasteur, et pour les membres de l'Église, Nicolas Copernic pour la théorie héliocentrique, ou Georges Lemaître, précurseur du Big Bang. Tout cela était soit catholique, soit membre direct de l'Église. Alors non, le Moyen-Âge n'est pas une immense période d'obscurantisme. Au contraire, elle a fait avancer la science. Elle était hygiéniquement et moralement bonne. Ce mythe du Moyen-Âge triste et pauvre, d'un point de vue moral comme d'un point de vue rationnel, est une pure théorie et invention des Lumières. Et finalement, cet obscurantisme, cette dénonciation du Moyen-Âge que nous fait la République, les cours d'histoire en permanence, n'est que la continuité de tout ça. Un dernier argument pour démanteler complètement le mensonge autour de l'ère du progrès est en fin de compte que, paradoxalement, la période du Moyen-Âge est une période qui centralise beaucoup moins les pouvoirs qu'aujourd'hui. Alors oui, on a eu des monarchies, avec un seul monarque qui règne sur son royaume. Il y en a eu même des monarchies absolues. Mais au-delà du système féodal ou du système absolu, il faut bien se rendre compte que aujourd'hui, notre président actuel a bien plus de pouvoir sur les régimes de la 5e République semi-présidentielle que n'importe quel roi d'avant. Et je trouve d'ailleurs cet argument assez ironique. Nous en avons fini avec les 6 pires mensonges de l'éducation nationale. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que mes idées et ma cause vous intéressent. Alors n'hésitez pas à me soutenir selon les modalités des réseaux sociaux. On a révélé dans cette vidéo à quel point l'éducation nationale est une industrie de propagande dans la tête des plus jeunes. Et évidemment, des mensonges de l'éducation nationale, il y en a plein d'autres. Alors si vous voulez une partie 2 de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si c'est le cas, précisez en commentaire les mensonges que vous aimeriez que je débunk la prochaine fois. Dans tous les cas, ces sujets étaient tellement intéressants qu'ils mériteraient chacun une vidéo entière. En tout cas, j'espère vous revoir bientôt ici et puissent nos ancêtres être fiers.